battle. Choose a character. Marshall Pétain. Training stage. Français, Françaises, bonsoir. Je me présente devant vous afin de parler d'un sujet grave et important pour la patrie. Je tiens à faire valoir mon point de vue sur la garde à vue et le garde à vous. Moi, Philippe Pétain, maréchal de France, ancien ministre de la guerre et ancien chef du Conseil d'État français, fais valoir cette opinion. Pour ma part, je le dis par avance, je valoriserai toujours le garde à vous au sens de l'armée qui m'a vu former, grandir et toujours servir la France. Mais je comprends très bien que ce sujet ne s'arrête pas là. La garde à vue exprime aussi le fait, faut-il laisser une chance à un coupable de ne pas aller en prison? C'est pourquoi je débattrai aussi du système judiciaire dans ce discours. Je commencerai d'abord par rappeler ma formation et mon don de ma personne à la patrie depuis ma plus tendre enfance. Issu d'une famille recomposée de la foi catholique, j'ai très vite compris que la véritable cohésion venait du cœur et non du sang. Et la France est un beau pays, une belle nation que j'aime. Très vite, j'ai quitté la ferme de ma famille pour aller à Saint-Cyr, où j'ai appris, au sein de cet grand établissement, la grandeur de l'armée. Depuis lors, je n'ai pas cessé d'être dans cette armée. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des gens de tout horizon, durant leur service militaire, se côtoyer, se comprendre et élargir leurs horizons. J'ai compris ce qu'était être français dans l'armée. C'est par le cœur et par la volonté que l'on est français. C'est pourquoi je savais déjà quel était mon objectif, quelle était ma passion, la France. Et je crois que ce qui nous conduit bien souvent à la prison, c'est ce manque d'objectif, c'est ce manque de vision. L'armée la donne, l'armée forme, l'armée donne une discipline de vie. Ainsi, pour orienter la jeunesse et ceux qui ont besoin de se reconvertir, l'armée me semble fondamentale, voire même salutaire. Telle fut mon expérience dans ma formation. Je parlerai désormais de la douloureuse et glorieuse histoire avec la Première Guerre mondiale. Durant cette période où j'ai connu une ascension assez rapide dans les rangs de l'armée, j'ai vu davantage encore l'unité nationale se confirmer dans ce grand corps, dans ses traditions. Que ce soit le noir et le blanc, que ce soit le voleur et le policier, ils étaient tous présents, répondant à l'appel dans les tranchées. Solidaires les uns les autres, ils partageaient, communiquaient. C'était un geste touchant dans ce contexte difficile. Moi-même, je suis allé les voir, leur parler. J'ai vu beaucoup de personnes. Je me souviens encore de ce professeur d'école, devenu sergent, qui voyait dans ces hommes, non pas des élèves, non pas des camarades, bien plus que cela, des frères. Et c'est parce qu'ils étaient frères qu'ils apprenaient les uns des autres, parce qu'ils étaient frères qu'ils essayaient de survivre à cette guerre, ensemble. Oui, c'était un moment difficile, c'était un moment si glorieux. Je m'en souviendrai toujours quand je suis allé boire un verre avec eux. Dans ces conditions difficiles, ce genre de petit geste me paraît important, car il nous rappelle que nous sommes tous humains,
que nous sommes tous frères, que nous sommes tous français. À notre cœur. Player 1 wins! Congratulations! Choose a character. Nicolas Sarkozy. Louis XVI. Round 1. Excusez-moi. J'ai un peu de mal à monter sur l'escabeau, ma Rolex est un peu lourde. Chers élèves de Neoma Business School Campus de Paris, bonsoir. Nous sommes ici réunis pour discuter d'un écart qui m'a été reproché pendant très longtemps, sur lequel on m'a critiqué et qui date d'il y a déjà 7 ans au Salon d'agriculture. Quand j'ai vu votre invitation, cette honorable association d'orateurs, je me suis dit, non, non, je ne veux pas retomber dans ces vieux dossiers envenimés de l'époque où on remettait en cause ma présidence. Et puis j'ai vu qu'à l'occasion de ce débat, j'étais opposé à M. Louis XVI ici présent. Et je me suis dit, ça m'intéresse. Je vais y aller. Pourquoi? M. Louis XVI et moi avons tous les deux subi la pression de l'opposition et de la critique pendant nos gouvernances respectives. Alors la question, me direz-vous, n'est-elle pas aujourd'hui de savoir lequel de nous deux a le mieux fait face à cette oppression, à cette critique, aux attaques frontales, aux coups dans la nuque? À ce sujet, certains s'en sont moins bien sortis que d'autres. Certes, M. Louis est un opposant de taille, au moins 12 cm de plus que moi. Roi de France et de Navarre, c'est quand même quelque chose. Mais j'ai l'habitude d'écraser les concurrents au nom royal. Pour commencer, je vais vous dire une chose. J'ai déjà eu l'occasion, à de nombreuses reprises, et face à des interlocuteurs qui n'étaient pas enclins à avoir de la sympathie envers moi, de m'expliquer de cette affaire du salon d'agriculture. Mais je vais me répéter. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est difficile de rester de marbre en tant que président de la gouvernance de la République française, de France, de résister à une attaque frontale, une attaque verbale. Surtout, mesdames et messieurs, lorsqu'elle est emplie de haine et de vulgarité. À l'occasion du salon d'agriculture, il y a 7 ans, ce monsieur qui m'a verbalement agressé, appelons-le le pauvron, puisque c'est comme ça qu'il est connu maintenant, le pauvron disait, m'a manqué de respect. Attaché à ses opinions politiques, il n'a pas pensé que ses propos pourraient me blesser, manquer de respect à mon travail et à ma position en tant que président de la République française. Je me suis donc permis, avec peu de délicatesse, j'en conviens, de le remettre à sa place, d'un certain casse-toi mouvement. Mais jamais, jamais je ne me suis caché. Jamais je n'ai nié cet acte manqué que l'on m'a souvent reproché pendant ma présidence. Mais alors qu'en a-t-il été de ce bon cher Louis XVI ici présent pendant ses propres années de gouvernance, il y a quelques centaines d'années? Retournons, si vous permettez, cher membre du jury, au XVIIIe siècle. À cette époque, juste avant l'explosion, l'éclat de la Révolution française de 1789, M. Louis XVI, M. Louis XVI ne fait pas grand-chose, je vais vous le dire. M. Louis XVI, il prend du bon temps avec sa femme Marie-Antoinette, pendant que c'est la guerre civile dans son pays. Alors d'ailleurs, je parle de Marie-Antoinette, je ne vais pas m'attarder sur la différence physique entre ma femme, Carla Bruni, mannequin chanteuse, et la sienne, Marie-Antoinette, parce que si je m'attaque au physique, on va me reprocher d'être vulgaire. Quoique, vu son délit de sale gueule à Marie-Antoinette, j'aurais été le premier à l'époque à demander à ce qu'on lui coupe la tête. Il faut savoir qu'à l'époque, M. Louis subit de nombreuses critiques. À ce niveau-là, je compatis. J'ai un peu subi la même chose. Puis à quelques époques près, être président et être roi, c'est un peu équivalent, surtout au niveau du salaire. Mais alors ensuite, je me questionne. Oui, vraiment, je me questionne. Pourquoi M. Louis ne fait-il pas face à cette agression, à cette opposition, à ces gens armés de piques et d'épelles, ce même pelle que j'ai vu au salon de l'agriculture l'autre jour, du coup? Pourquoi n'assoit-il pas à son autorité royale?
qu'à l'époque, on avait plus tendance à faire monter les gens à l'échafaud quand ça n'allait pas, mais tout de même, un peu de dignité, Louis. Vous vous êtes fait détrôner par des sans-culottes. Au moins, M. Hollande faisait l'effort de porter des sous-vêtements pendant nos débats pour la présidence. C'est là que vous me direz, mesdames et messieurs, mais où voulez-vous en venir, M. Sarkozy? Où voulez-vous en venir, M. Sarkozy? Eh bien, voilà ma réponse. Lorsqu'on est à la tête d'un État, d'un pays, d'une nation tout entière, on a une responsabilité. Une responsabilité de chef. Et cette responsabilité, entre autres, est celle d'abolir la violence dans son pays. Lorsque ce pauvre con m'a agressé au salon d'agriculture, j'ai fait mon devoir de président. Je l'ai remis à sa place. J'ai été incisif. J'ai fait comprendre qui c'était le chef. C'est la première étape pour un chef d'État, de faire comprendre qu'on est soi-même un président en sécurité et capable d'abolir la violence dans son pays. Alors, on va déjà passer à côté du fait qu'il y a eu des milliers de morts pendant la Révolution française et que M. Louis XVI n'a pas fait grand-chose. Mais en plus, il s'est quand même fait carrément marcher sur les pieds. Je veux dire, le mec, il s'enfuit, il se fait rattraper par la peau des fesses, il n'a même pas cherché à se défendre. C'est quoi cette attitude pour un chef d'État? Vous l'imaginez-vous, dans sa calèche, en robe, avec 20 kilos de perruque sur les cheveux? C'est ridicule. C'est d'une nullité aberrante. Enfin, Louis, vous n'avez rien compris. À partir du moment où on finit avec la tête qui roule à côté des épaules, c'est que quelque chose ne va pas, on a raté une étape. Alors, je m'emporte un peu, excusez-moi, mesdames et messieurs. J'espère que le message que je vous ai délivré a été clair. J'aimerais donc conclure, bien qu'ayant manqué, je l'admets, à mon devoir d'impartialité en tant que président il y a 7 ans au sein de l'agriculture, j'ai fait mon devoir en tant que chef d'État, qui est d'assurer l'ordre et la sécurité dans mon peuple. Je n'ai pas laissé passer cette insulte vulgaire à mon égard, pour montrer qui était le chef. C'est une chose que M. Louis n'a décidément pas réussi à faire à son époque, par faiblesse, lâcheté, ou peut-être par ignorance, je ne sais pas. Je vais donc conclure avec une phrase simple, une seule, mais qui résume tout à fait l'état d'esprit dans lequel je suis sur cette affaire d'opposition à la critique populaire. Il y a 7 ans, au salon de l'agriculture, j'ai peut-être perdu mon sang-froid, mais au moins je n'ai pas perdu mon sang tout court. Merci de votre attention, mesdames et messieurs. Un con, ça part en vacances sur le yacht de Monsieur Bolloré. Un con, ça déclare à la télévision très tranquillement et d'une manière assez désinvolte. Avec Carla, c'est sérieux. Un con, ça ouvre la Bastille à des émeutiers à peine armés. Et ça finit la tête au bout d'une pique. Je parle bien sûr du gouverneur Delaunay dont plus personne ne se souvient. Un con, ça vote ma mort et ça finit guillotiné. Je fais un petit coucou à Philippe d'égalité qui aurait mieux fait de s'abstenir. Comme près de 70% des Français d'ailleurs. Comme vous le voyez, le con est intemporel. On le retrouve à toutes les époques. Monsieur Sarkozy en est l'exemple flagrant, puisqu'à force de me traiter de con, il ne fait que démontrer qu'il ignore l'histoire. À part une impuissance qui s'est vérifiée, puisque j'ai 4 enfants, j'ai fait montre d'une certaine intelligence en essayant de m'enfuir à Bahreïn avant de me faire rattraper par la culotte. Par des sans-culottes. Ce qui est assez ironique. Qu'il s'agisse d'un gentil con, d'un pauvre con, d'un gros con, d'un vieux con ou d'un sale con, monsieur Sarkozy, le con est inamovible et immortel. Sa connerie demeure. Peut-être que dans quelques années, on se souviendra de votre phrase. Ou peut-être pas, ce qui vaudrait mieux d'ailleurs. Le con meurt, mais sa connerie demeure. Car l'absence d'un con, c'est toujours de la connerie à l'état pur. Le con est si intensément con qu'à l'instant où il n'a même plus besoin d'être là, il est toujours aussi con. Monsieur Sarkozy, votre connerie ne disparaît pas en même temps que vous partez les antennes. Malheureusement pour nous. Mais le plus drôle dans tout cela, c'est que le con ignore qu'il est con. Je ne vise personne en particulier. La connerie, c'est un peu comme la mort, disait l'auteur. Le con meurt. Le mort ignore qu'il est mort, Vous voyez, je bafouille comme dans mes juges. Le mort ignore qu'il est mort. Tous les gens le regrettent. Les autres sont tristes. Le con, c'est pareil. Les autres sont tristes en permanence.
52% des Français ont été tristes. Et ils ont bien fait. Moi-même, j'ai longtemps fermé les yeux sur ma propre connerie, et je le reconnais. Vous savez, les 300 ans pour penser la tête dans un panier, c'est long. On finit par découvrir les choses. Alors j'ai fait tirer sur les émeutiers, j'ai cru à une révolte, alors que non, il s'agit d'une révolution. Bon, je vois qu'il y a un manque de culture dans cette salle. C'est pas grave, je vous le pardonne, vous êtes en école de commerce. Alors, à propos de la tête dans le sac, il s'agit là d'une étrange sensation. Hein. Je vous déconseille d'essayer, c'est comme la strangulation. À part une érection sur la fin, il n'y a pas grand-chose de sympa. Cependant, je vous reconnais, M. Sarkozy, une certaine utilité dans votre médiocrité. Vous m'avez amusé. Comme le bouffon du roi chez les ancêtres capétiens, vous avez su égayer mes quelques minutes assis à côté de vous. Car les mots sont porteurs d'histoire. Le mot « coup » est l'un des plus vieux mots de la langue française. Pour ceux qui l'ignorent, ce mot se rattache à la partie inférieure chez une femme. Je n'ose dire ce mot, j'ai peur que mon grand-père se retourne dans sa tombe, puisque lui-même ignorait le sens de ses paroles. Certains mots agissent comme des ancrages linguistiques qui nous disent un moment de notre histoire. Et qu'ont est de ces mots? Nous sommes à même de nous questionner sur les raisons pour lesquelles un mot aussi riche et important est à ce point déconsidéré dans notre société. Il est vrai. Et pourtant, rebelle et déconsidéré, conspué et condamné, il continue à contrevenir aux consignes qui condamnent. Il contourne les interdits pour consterner les cyclistes tels que vous, qui l'usaient sans en connaître le sens. Con est un trait d'union entre nos époques, un marqueur de continuité. Vous êtes aussi con que Robespierre à une certaine époque. C'est beau, c'est l'héritage. La France que vous aimez, la France fière de ses racines. Un peu trop fière d'ailleurs parfois. En utilisant ce terme, vous avez déconsidéré une fonction que j'avais déjà énormément entamée, en m'enfuyant à Varennes, comme vous l'avez aimablement rappelé. Et cette maladresse, je ne puis vous la pardonner. Car la vulgarité, monsieur, n'a aucune place au sein du pouvoir. Et vous êtes la vulgarité incarnée. Cette Rolex que vous arborez si fièrement montre à quel point vous ne possédez qu'un goût. Vous n'êtes que dégoût pour moi, monsieur. Même devant Fouquier-Tinville, même devant le tribunal révolutionnaire qui avait l'outrecuidance de m'appeler citoyen Capet, j'ai tâché en toutes circonstances de garder ma dignité. Je ne me suis pas laissé aller à de telles stupidités, à de telles conneries, comme vous dites si bien. J'ai tâché de garder la fonction royale intacte, dans la mesure du possible, jusqu'à ce qu'on décide de m'enlever la tête des épaules. Triste moment de l'histoire française. Et vous, monsieur, l'espace d'un instant, vous avez montré toute la vulgarité qui s'attache à votre sordide personnalité. Alors je conclurai en utilisant votre phrase, monsieur Sarkozy, et je vous dirai « casse-toi, pauvre con ». Ou dans un langage plus à même d'être compris par mes contemporains, monsieur, veuillez quitter ces lieux séants et veillez à ne plus reparaître devant moi. Votre connerie est comme la petite vérole, elle est contagieuse. Player one wins! Congratulations! Choose the character. Maureen Monroe. Simone Bates. Round one. Des grands pointures ici, dites-moi. Monsieur Bush. Hi. How's going in America? Is it your birthday? No. Oh, I want to sing. Happy birthday to you. Oh, where is Napoléon? J'ai vu Napoléon tout à l'heure. Il reste que son chapeau? Dommage, j'aurais bien aimé qu'il trouve de l'inspiration avec moi tout à l'heure. Je suis contente d'être ici. Il faut que je me mette derrière ce truc pour parler? C'est mieux. Dommage, je ne vois pas ma robe. Bonsoir. Je suis contente d'être ici, pas seulement pour ce casting d'hommes incroyable, mais aussi parce que je suis venue pour parler de la femme, c'est-à-dire de moi. Toute ma vie, j'ai cherché à devenir une femme, et pas n'importe laquelle. J'ai cherché à devenir la femme, Marilyn Monroe. Je suis née en 1926, derrière les collines de Hollywood, à Los Angeles.
Norma James Baker, c'était mon nom. Mes parents se sont séparés peu avant ma naissance, et je n'ai aperçu de mon père qu'une silhouette à fine moustache sur de vieilles photographies. Très vite, ma mère m'a placée dans un centre spécial pour les enfants issus de milieux défavorisés. Je n'ai eu une enfance, à vrai dire, ni vraiment heureuse, ni vraiment malheureuse. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que depuis la fenêtre de mon dortoir, j'avais une vue magnifique sur les collines de Hollywood. Je me suis longtemps couchée de bonne heure là-bas pour pouvoir avoir le temps de rêver avant de m'endormir sur les collines de Hollywood. J'espérais un jour pouvoir rejoindre le firmament de ces étoiles, devenir une star de cinéma. Et puis à 16 ans, j'ai été mariée, sur organisation de ma chère mère. J'ai dû arrêter mes études et je suis allée travailler à l'usine. Ce qui était bien, c'est que j'avais toujours la vue sur les collines de Hollywood. Alors le soir, avant de rentrer chez moi, avant d'aller dîner, je m'allongeais entre les rails et l'usine et je regardais ces collines saintes. Je me disais, il doit y en avoir des tonnes, des filles comme moi, qui rêvent de devenir des stars de cinéma. Et puis un soir, je me rappelle encore, j'avais 20 ans, je me suis dit, mais oui, effectivement, il y en a des tas des filles comme moi qui en rêvent. En fait, toutes les filles en rêvent. Toutes les filles rêvent. C'est là que je me suis rendu compte de ce que représentait l'existence d'une femme. C'était une existence que nous étions condamnés à rêver, pas à vivre. Comment n'avais-je pas pu m'en rendre compte? Depuis le début, on ne m'avait jamais demandé ce que je voulais devenir. J'étais comme placée sur un rail, celui d'une femme. Famille, travail, éducation, mari, je n'avais rien choisi. On n'est pas femme, on le devient. J'avais l'impression, du haut de mes 20 ans, d'être déjà devenue une femme. Tout avait été pensé pour moi. On n'est pas femme, on le devient, ça signifie effectivement qu'à la naissance, vous auriez tout le potentiel et toute la liberté de devenir une femme, de devenir quelqu'un, mais on vous éduque, on vous fait grandir dans l'idée que vous allez devenir une femme. À partir de ce moment, j'ai décidé que mon existence, je n'allais pas simplement la passer à devenir une femme, mais que j'allais devenir la femme que je voulais être, que j'allais meubler la femme que je voulais être. On peut devenir une femme comme on le veut. Ça n'allait pas être simple. Comment est-ce que j'allais me faire une place alors que j'étais une femme dans un monde d'hommes? J'ai décidé de faire de ma contrainte une opportunité. Qu'est-ce qui, pour un homme, est le plus valorisant chez une femme? Ce n'est pas visible dans cette maigre carcasse dans laquelle je suis réincarnée. C'est la féminité. Alors j'ai décidé d'exacerber cette féminité, de la pousser à bout. Madame Veil, je sais ce que vous pensez. Vous vous dites, elle a voulu être libre, sortir du carcan de la femme. Mais en même temps, elle s'est très bien conclue dans le « sois belle et tais-toi ». Eh bien oui, j'ai choisi d'être une femme féminine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai l'immense honneur d'être invitée aujourd'hui à cette tribune en tant qu'ancienne ministre de la Santé, mais surtout en tant que femme. En effet, il y a de cela maintenant 41 ans, j'étais dans cette même assemblée pour défendre le projet de loi sur l'IVG. À cette époque, j'avais espoir. Espoir de mettre fin à une situation de fait abominable, mais surtout, j'avais espoir de créer un dialogue entre les genres. Et c'est le cœur lourd qu'aujourd'hui je dois vous annoncer que rien n'a changé. Aujourd'hui encore, la condition féminine peut se résumer par la phrase tristement célèbre de Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Les femmes sont aujourd'hui encore sous l'emprise d'un déterminisme vieux de plusieurs milliers d'années. Leur destin leur est imposé à leur naissance. Elles seront femmes. Femmes, oui, mais pas n'importe quel type de femme. Elles se doivent d'être élégantes, émotionnelles et surtout très désirables. Et si par malheur elles ne remplissent pas ces critères, elles seront appelées
dégénérées, travesties. Ainsi, de gré ou de force, elles finiront bien par rentrer dans le carcan de la féminité, au risque de voir leur statut de femme nié. Par conséquent, aujourd'hui, être femme, ce n'est pas se sentir femme ou se revendiquer comme telle, mais c'est être reconnue en tant que telle par la société. Et bien souvent, cela se passe par la beauté. Afin d'illustrer mes propos, j'aimerais, si vous me permettez, vous raconter une certaine anecdote qui m'est arrivée dans ma jeunesse. Comme certains d'entre vous le savent, j'ai été auparavant déportée au camp d'Auschwitz-Birkenau. Et alors que je me trouvais au seuil de ces chambres à gaz, j'ai été sauvée par une jeune SS qui m'a dit que j'étais tout simplement beaucoup trop jolie pour être gazée. On sauvait les hommes pour la force de leurs bras. On m'a sauvée pour ma beauté, parce que ma valeur de femme ne se résumait qu'à ça. Ma vie ne tient qu'à ça. Alors, lorsque je suis rentrée en France, puis plus tard, lorsque je me suis engagée en politique, je me suis jurée de changer cela. Mon projet de loi sur l'IVG était justement la première étape pour permettre aux femmes de retrouver le contrôle de leur corps et de leur sexualité. Et Dieu seul sait qu'on en avait besoin. Cependant, il semblerait qu'aujourd'hui j'ai failli à ma tâche. J'ai failli car, aujourd'hui encore, les femmes sont considérées comme des instruments de fécondation dont le seul but est d'assouvir les désirs masculins. Et pour illustrer cela, je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple que celle qui m'a précédée sur cette scène. J'ai nommé Marilyn Monroe. Bonsoir. Chère Marilyn, je vous plains. Je vous plains parce que, ma pauvre enfant, pour devenir quelqu'un, pour assouvir votre rêve, vous n'avez trouvé que la beauté. Vous n'avez trouvé que ce moyen d'expression et vous êtes finalement conformé aux attentes de la société. Vous êtes, comme vous l'avez si bien dit, créé en une image de la femme par excellence, la femme fatale, qui fera tomber tous les hommes. Alors, je ne sais pas si vous avez réellement réussi, mais vous avez cherché à incarner un idéal de féminité qui aujourd'hui persiste encore et qui aujourd'hui enferme les femmes. Alors, je crois même que, et corrigez-moi si je me trompe, vous avez dû poser pour un certain calendrier, un petit peu dénudé même. Et votre cas n'est malheureusement pas isolé, comme le monde de nombreux clichés de femmes. Votre cas n'est malheureusement pas isolé, comme le monde de nombreux clichés de femmes dénudées qui ressortent sur ce que vous appelez la toile, hein, Internet. D'ailleurs, de vous à moi, ça vous dérange pas que ce soit toujours des photos de femmes qui soient sur Internet? Je veux des hommes nus, je veux des pectoraux, je veux des membres bien définis, je veux des hommes en sueur. Pardonnez-moi, je m'égare. Alors, tout simplement, quand je regarde un peu autour de moi, je me demande jusqu'à combien de temps cette situation va durer. Combien de temps va-t-il falloir encore jusqu'à ce que les femmes soient maîtres de leur destin? Et savez-vous ce que je trouve de plus révoltant dans cette situation? C'est que les hommes n'en profitent même pas. Car les standards de la féminité qu'on force sur les femmes enferment aussi les hommes parallèlement. Par exemple, messieurs ici présents, lesquels d'entre vous se sont levés ce matin et devant leur miroir se sont dit « Ce matin, je mets une jupe ou un pantalon ?» Pas avoir les égos, c'est... Alors, aucun, personne n'y a pensé, c'est impensable, parce qu'en mettant une jupe, vous perdez votre virilité, vous n'êtes plus un homme. En effet, le dogme du « tu seras un homme, mon fils » est aussi fort que le « ma fille, tu deviendras femme ». Par exemple, et pour ne citer personne dans l'Assemblée, il y a beaucoup de jeunes garçons qui, après des temps troublés avec l'alcool ou la drogue, finissent absolument comme leur père dans une carrière politique, par exemple, afin de pouvoir devenir un vrai homme et montrer qu'ils ont réussi. N'est-ce pas, monsieur Bush? Alors, je pense vous avoir dressé un tableau plutôt catastrophique de la condition féminine, mais aussi de la condition masculine aujourd'hui. Et devant cet état de fait, ça fait un petit moment que je me dis, Simone, réagis. Nous avons besoin de toi. La France a
besoin de toi. Alors, si je suis venue dans cette tribune aujourd'hui, c'est pour vous proposer un projet de loi qui, je l'espère, sera révolutionnaire. Je propose que tous les garçons et toutes les petites filles, que tous les petits garçons et toutes les petites filles, jusqu'à l'âge de 12 ans, soient totalement indifférenciés. Alors, je sais ce que vous vous dites. Ça peut paraître un petit peu loufoque au premier abord, mais réfléchissez-y bien. On bannit le rose, le bleu, les Barbies, les camions de construction, et on les appelle tous d'un prénom très neutre. Mettons Dominique. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons l'opportunité de changer l'histoire. Alors rejoignez-moi. Abolissons le déterminisme des genres qui pèse sur les hommes et les femmes. Libérez vos enfants des préjugés. Laissez vos garçons porter des jupes. Aujourd'hui, ensemble, devenons tous des Dominiques. Merci beaucoup. Player one wins! Congratulations! Choose the character. George Orwell! Joseph Stalin! Round one. Bonjour à tous, je m'appelle George Orwell Jr. et je suis aujourd'hui votre professeur pour vous présenter la glorieuse vérité qu'a voulu approuver ce cher camarade Staline, afin donc de répondre à cette question qui est la confiance impose, n'exclut pas le contrôle, excusez-moi. Le camarade Staline a banni l'ouvrage de mon père, George Orwell. En effet, il le trouvait ô combien trop subversif, en exprimant des idées qui étaient totalement contraires à ce qui normalement devrait être fait dans notre beau pays communiste. Par conséquent, il a imposé, il a démontré par ce biais à quel point il pouvait, ainsi en contrôlant cette information complètement inutile, vous montrer la vérité et montrer à quel point il vous amène à finalement, par sa volonté de vous contrôler, mais à vous amener à avoir encore plus confiance en vous. Ainsi, la vérité ici présente, que je vous présente, oui, d'ailleurs je vous prends la même phrase, ça va très bien. Cette vérité, voilà, c'est tout. Je vais vous la présenter ici. Le contrôle, c'est la base. C'est ce que diraient pas mal de gens ici présents. Mon prof de philo me dirait, c'est interdit. Ne me demandez pas pourquoi, je n'ai jamais compris. Par contre, de philo, quoi. Donc, le contrôle permet d'améliorer la confiance en soi. Et nous allons le démontrer ici. Le contrôle, tout simplement, le camarade Staline nous observe constamment. Et en nous observant, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et ainsi, il renforce notre confiance. Il renforce cette confiance que nous avons en nous et qui nous permet d'avancer, d'effectuer des actions qui sont en rapport et qui sauvent le pays, qui sont en rapport avec notre volonté et qui nous amènent à cette... comment dirais-je, à nous accomplir et à accomplir finalement cet idéal commun que nous visons tous, qui est le communisme. Ainsi, par le contrôle, nous gagnons cette capacité à avancer, à devenir encore meilleur et à, comment dirais-je, à réussir, comment dirais-je, oui, j'ai un type de langage, ça arrive à beaucoup de gens, demandez à M. Sarkozy. Nous gagnons finalement cette capacité d'initiative par réaction, car le contrôle nous empêche finalement
comment dirais-je, le contrôle nous empêche de faire des choses qui ne nous correspondent pas et qui ne correspondent pas à la nation. Et ainsi nous permet, une fois que nous avons compris ce à quoi correspond la nation, ce dont a besoin la nation, ce dont nous avons besoin pour nous accomplir, nous découvrons ça nous permet d'avoir des initiatives et ainsi d'avancer par nous-mêmes dans la voie glorieuse du communisme. Et surtout, elle annihile la pire des ennemis, le pire des ennemis de l'initiative. Je me nommerai ici la peur. La peur, oui madame, oui monsieur. La peur, vous avez tous peur ici. Enfin moi particulièrement parce que je suis en train de passer. Mais tout le monde ici a peur. D'ailleurs, je crois, oui, il y a 2-3 autres personnes aussi qui ont peur là-bas. Mais il y en a d'autres qui n'ont plus. Donc la peur de rater, la peur d'échouer, la peur finalement de ne pas réussir ce que nous avons prévu de faire et que papa et maman ne soient pas fiers de nous. Et cette peur finalement, qui pourrait nous paralyser, est complètement annihilée par le contrôle, par cette confiance qui nous inspire le camarade Staline à l'intérieur de nous, par le contrôle constant de nos actes, par le contrôle constant qui renforce finalement cette confiance. Car au moment où il nous dit oui, au moment où il nous dit allez-y, faites-vous plaisir, vous savez que vous avez raison, vous savez que là, vous allez toucher du doigt, vous allez atteindre cet objectif, ce bien-être absolu. Et au final, dans un orgasme, comme dirait le marquis de Sade bientôt, atteindre la vérité. Et surtout, atteindre la réussite. Et s'accomplir. Alors, mesdames et messieurs, j'aurai uniquement un conseil, un simple conseil. Suivez les préceptes du camarade Staline. Suivez-les. Et surtout, vivez ainsi, tel que vous. Ah! Merci beaucoup. Ne me pose qu'une question simple et récurrente. Encore et encore. Cette question est à mon image. Et cette question n'est autre que: êtes-vous candidat aux prochaines élections présidentielles? C'est vrai qu'en tant que secrétaire général, président, chef et fondateur du PUM-SP, le parti de l'Union socialiste, de mouvement populaire, premier parti d'opposition, premier défenseur du droit des travailleurs, avec pas moins de 98,7% des intentions de vote, je sais que ma réponse est très attendue et va changer pour toujours l'échiquier politique. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi ce plateau d'émission télévisée politique majeure pour vous donner une réponse simple et honnête et précise. Oui, moi, Joseph Staline, je suis candidat aux élections présidentielles. Aujourd'hui, la situation est grave, se détériore de jour en jour. Et si rien ne change, on ne pourra pas éviter la catastrophe. Depuis des années maintenant, des ordures de capitalistes sans foi ni loi, avec comme seule et unique valeur l'argent roi, vous volent le fruit de votre labeur. Camarades, vous êtes exploités. Camarades, vous ne méritez pas le chômage. Camarades, vous ne méritez pas la précarité. Camarades, vous ne méritez pas l'insécurité. Camarades, vous ne méritez pas la contagion. Aujourd'hui, je suis allé rendre visite à des simples travailleurs comme vous, comme moi, car je suis un prolétaire simple et accessible. Je suis allé au 149 rue de Verre, où de nombreuses familles de travailleurs habitent. Et j'ai été scandalisé et outré par les conditions de précarité extrême et d'insécurité dans lesquelles vous vivez. Une fois encore, j'ai compris la crasse et la misère à laquelle vous devez faire face chaque jour. Des canapés défoncés, des ordures ménagères partout, des portes qui ne ferment pas, permettant aux premiers venus de vous spolier le peu de richesse que vous avez. Je pensais ne pas pouvoir trouver pire comme condition de vie.
J'espère que ce n'était qu'une exception. Et après, je suis allé au sang, Roosevelt. Et là, ça a été un vrai choc. Une claque, et une fois de plus, j'ai senti les injustices que nous subissons chaque jour. Comment cette bourgeoisie capitaliste peut-elle avoir un minimum, ne pas avoir un minimum de cœur et vous laisser vivre dans une telle misère? Au fond de cette antre, j'ai vu quelque chose qui m'a indigné plus que tout. Au fond de cette antre, j'ai vu le camarade Ropiquet. Le camarade Ropiquet, modèle pour nous tous, citoyen exemplaire s'il en est un, vertueux au possible. Les travailleurs acharnés étaient là, assis sur un tas de déchets. Cet homme qui, par son engagement dans l'armée, qui portait le même trait que moi lors de sa campagne, a défendu nos frontières, nos familles, sans jamais rien attendre en retour. Cet homme qui nous a tout donné n'avait même pas de quoi se vêtir. Juste un simple slip sale. Il n'avait pas dû changer depuis longtemps. Et une couverture crasseuse. Je lui ai bien entendu tendu ma veste en vison doublée de cachemire, mais là n'est pas le point. Camarades, je vous ai compris. Savez-vous, camarades, ce qui se passe pendant que nos conditions de vie de prolétaires se dégradent de jour en jour? Une catégorie de personnes va de mieux en mieux. Les camarades ouvriers, non. Les camarades employés, non. Les camarades paysans, non. Les camarades néomiens, non. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est notre véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne se présentera jamais. Sa candidature à une élection, et pourtant, il gouverne. Je vais vous le dire, c'est un peuple très spécial, un peuple un peu particulier, un peuple à part, un peuple qui vit au-dessus des autres peuples, dans une sorte de paradis. C'est le peuple des importants, des dirigeants, des possédants, les capitalistes, cette élite bourgeoise qui pille le fruit de votre travail et qui vous laisse à peine de quoi subsister. Ils essayent de vous enfumer avec des beaux concepts comme la mixité sociale, comme l'égalité des chances. Mais trêve de plaisanterie, cessons la mascarade et ouvrez les yeux. Ces individus vivent dans leur paradis doré, ne sont que d'infâmes parasites. Et tout le paradoxe est qu'ils prospèrent grâce aux fruits de votre travail. Il serait temps de les paralyser. Regardez juste mon adversaire. Oui, j'ai bien nommé George Orwell. Ne tombez pas dans son piège. Derrière son image de gendre idéal se cache la main armée du capitaliste. Oui, il est végétarien. Oui, il roule à vélo. Oui, il donne une grande partie de son salaire à des associations humanitaires. Oui, il est gay-friendly. Oui, il écoute Manu Chao. Oui, il accueille des réfugiés syriens chez lui. Oui, il aime les intermittents du spectacle. Oui, il aime les troubadours en tout genre. Mais tout cela n'est qu'une question d'image. Pour mieux vous tromper, ce bobo bouffeur de quinoa n'est en fait rien d'autre qu'un pur produit de l'impérialisme qui nous exploite. Son arrière-grand-père, un grand propriétaire d'esclaves en Jamaïque. Son père, un haut fonctionnaire dans les colonies anglaises. Et lui, envoyé dans l'école anglaise la plus élitiste du monde. Un condensé de tout ce qu'on fait de pire dans le milieu de l'impérialisme. Je parle du collège de Eton en Angleterre, pays de naissance du capitalisme. Comment peut-il essayer de vous faire croire qu'après cela, il peut vous comprendre quand on a eu comme camarades de classe John Maynard Keynes, Churchill, le prince William, Léopold III, 4e roi des Belges? L'impérialisme est une maladie héréditaire. Quoi qu'il fasse, cela restera dans ses veines. Il vous faut une preuve de plus? Regardez juste comment il s'adresse à vous. En écrivant des histoires avec des animaux, il vous traite comme des enfants pour mieux tromper votre vigilance. En vous enfumant ainsi complètement, il préserve l'élite à laquelle il appartient. Si vous continuez avec des moutons, vous serez tondus. Heureusement, dans cette nuit obscure, il vous reste une lueur d'espoir. Vous avez une solution simple à tous vos problèmes. Et cette solution s'appelle Joseph Staline. Je ne me présente plus, ma réputation me précède. Mais n'oubliez pas ce qu'on disait de moi.
on m'appelle le génial père des peuples. De plus, camarades, vous et moi, nous sommes pareils. En votant pour moi, vous votez pour vous. Moi aussi, je viens d'une famille déshéritée. Moi aussi, je connais la faim. Moi aussi, je connais la pauvreté. Moi aussi, je suis quelqu'un de simple, loin du bling-bling, des filles faciles d'1m80, des fêtes sans fin et pleines de débauches, et toutes ces valeurs propres à la bourgeoisie triomphante. Moi aussi, j'ai des valeurs comme le travail, la famille et Néoma. Je ferai campagne autour du slogan simple et efficace. La confiance n'exclut pas le contrôle. Vous me faites confiance, vous allez voter pour moi, et je me chargerai de mettre au pas l'impérialisme et le capitalisme. Mon programme s'articule autour de 5 idées. Moi, dictateur, le mandat de président sera un mandat à vie. Comme ça, il n'y aura plus d'hommes politiques capitalistes corrompus. Moi, dictateur, les entreprises seront toutes nationalisées. Il y aura ainsi plus de chômage. On vous trouvera tous un emploi et le fruit de votre travail sera réparti équitablement. Moi, dictateur, on créera une police spéciale. Comme ça, on pourra chasser les impérialistes une bonne fois pour toutes. Moi, dictateur, on fermera nos frontières. Nos entreprises auront aussi du travail et nous ne devrons plus mettre la clé sous la porte à cause de ces salauds chinois qui envahissent le marché. Moi, dictateur, on créera un pacte social. La semaine de 20 heures de travail, la retraite à 50 ans, les 8 semaines de vacances de congés payés et la santé pour tous. N'hésitez plus, votez Staline, votez pour moi et n'oubliez pas, la confiance n'exclut pas le contrôle. Player 1 wins! Congratulations! Choose the character. Charles de Gaulle. George W. Bush. Round 1. Français, Françaises, amis du terroir, je vous salue. Chers étudiants, je vous félicite d'avoir choisi la Champagne-Ardenne, région qui a vu naître un homme comme moi. En effet, je suis né dans le petit village de Colombey-les-Deux-Églises, à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Alors, je suppose que lorsque vous avez vu mon nom sur l'affiche de cette séance d'aujourd'hui de conférence, vous vous êtes dit, mais il ne mange pas encore les pissenlits par les racines, celui-là. Que nenni! J'ai été absent de la scène politique française de 45 à 58. Je pouvais l'être de 69 à 2015. Je l'ai toujours dit, I will come back. Cela me touche particulièrement d'être devant un public d'étudiants. En effet, j'espère en apprendre un peu plus sur vous, car il faut être clair, je ne vous ai jamais compris. Je n'ai pas vu cette révolution venir en mai 1968, révolution menée par un certain Cohn-Bendit, une espèce de communiste, un rouquin de surcroît. Je commence à comprendre ce que vous désirez, vous les jeunes. J'ai lu beaucoup d'articles de sociologie. Vous êtes une génération portée par le vent du freedom. Vous écoutez des groupes de musique rock. Vous voulez de la gomme à mâcher avec de la chlorophylle. Porter des blue jeans. Alors forcément, vous pensiez que les Amériques valaient mieux que la France éternelle, la patrie des droits de l'homme. J'espère que vous vous êtes rendu compte que vous vous étiez trompé. Le patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Ce pays, les États-Unis, qui prône la paix et qui envoie des bombes nucléaires sur les bridés, fait des coups d'État chez les latinos et lâche des drones sur les bougnoules. Vous pensez pas que c'est un pays raciste? Je ne parlerai pas du mandat de Monsieur Bush. Je suis patriotique. Je ne me proclame pas être le plus patriotique, simplement que mon pays est le meilleur. Donc comment y résister? En 65, j'ai pu dire « La France n'est réellement elle-même que si elle est au premier rang ». L'autre soir,
j'étais avec Yvonne, ma femme, en train de regarder une émission sur M6, lorsqu'on a vu un reportage dédié au nouveau passe-temps de Monsieur Bush. Savez-vous ce que fait Monsieur Bush après son mandat, après avoir fait la guerre en Irak? Monsieur Bush s'est mis à la peinture. Il peint des chiens. Pensez, quand j'ai vu que Monsieur Bush peignait des chiens, j'étais tout à fait étonné. Ça y est, Monsieur Bush se met à peindre des toutous à poils secs, et c'est comme ça qu'il prétend représenter les États-Unis d'Amérique. Moi, j'avais toujours dit, vive la créativité libre. Alors je reconnais le passe-temps de Monsieur Bush, mais moi aussi, je veux être reconnu comme un artiste. C'est pour ça que j'ai écrit une petite chanson pour vous aujourd'hui. J'aime pousser la chansonnette dans ma salle de bain, mais il s'est trouvé qu'aujourd'hui j'ai jugé bon de partager cela avec vous. Vous êtes un public jeune, vous aimez les chansons, les groupes de rock'n'roll, alors je me suis dit, ben voilà. Bon, je m'en vais être tolérant, hein, comme la France, soyons tolérants. Alors, ça fait un truc comme ça, alors... J'adore la France, j'aime la France de l'élégance et du charme de Constance. La France de la bouffetance, j'aime particulièrement le bœuf bourguignon. Et même si j'ai pu dire que les Français étaient des veaux, c'était à bas mot. Paris, outragé, mais Paris, libéré, délivré, plus besoin de résister. La France de la science, la France de l'excellence, la France des vacances, de la somnolence, de la dissidence, de la divergence, la décadence, la violence, la désespérance, dégénérescence, de l'impuissance, démence, impotence, la France, oh yeah! Round 2. Bonjour, membres du jury, mes chères étudiantes, mes chers étudiants. Je suis l'ancien président George W. Bush. Vous me connaissez pour ça, bien sûr, mais aussi pour participer régulièrement au guignol de l'enfant. Pour ne pas citer la femme d'un de mes anciens collègues, il y a quelqu'un qui m'a dit « George, il paraît que... » Tout de suite, je l'ai arrêté. Il paraît que... Mais ça vient d'où ça? Il me dit « Ça vient du yearbook. » Je lui demande « Mais c'est quoi le yearbook ?» Et là, il me dit « C'est comme Gossip Girl, les bonasses en main. » Bref, il continue. « George, il paraît que tu n'es pas le plus patriote. Il paraît qu'un certain général de Gaulle est plus patriote que toi. » J'étais tellement surpris que j'ai encore failli m'étouffer avec un bretzel. Me voilà aujourd'hui pour vous rappeler l'évidence. Je suis le plus patriote. Monsieur le général de Gaulle, si l'on peut vous appeler général, car un individu qui abandonne son pays en traversant la Manche quand il a besoin de lui n'est pas tellement un général. Permettez-moi de vous définir le patriotisme, ou plutôt, laissez-moi Wikipédia définir le patriotisme, car je ne fais que l'incarner. Le patriotisme désigne le dévouement d'un individu envers son pays, qu'il considère comme sa patrie. Comme Benjamin Martin dans ses Patriotes. Et là, je me demande, quel film caractérise, comme chez nous, le patriotisme français, à l'américaine, comme Rocky, Pearl Harbor. Je me suis dit la dernière fois en me lavant, ou plutôt, comme vous aimez si bien dire, en peignant des chiens à poil ras. Mais qu'est-ce qui équivaut à ce brillant film qui sort de chez nous? Il faut sauver le soldat Ryan. J'ai fait des recherches, et là je suis tombé sur mais où est passée la 7ème compagnie? Mais what the fuck, putain! Toi, tu racontes ton amour. Bref, j'ai ensuite rendu visite à mon frère, Jeb Bush. Il se présente à la présidence. Encore une fois, on a fait une petite partie de Trivial Pursuit. Il m'a posé une question. George, pour toi, quelle série représente le plus pour toi le patriotisme à l'américaine? Et là, naturellement, je lui dis Homeland, littéralement la patrie. Et là, j'ai eu mon petit morceau de camembert, bien sûr, et je le regarde et je lui dis à ton tour. Et là, je tombe sur une question vraiment what the fuck. Jeb,
pour toi, quelles sont les 2 séries qui caractérisent le plus les Français? Eh ben franchement, on a bien ri. Car la réponse était Joséphine Ange Gardien et Plus belle la vie. Encore une fois, what the fuck? Vous imaginez qu'aujourd'hui, je sois obligé de prouver que je suis le plus patriote. Moi, le président qui a suggéré des attentats le 11 septembre. Et vous, De Gaulle, vous étiez où pendant les attentats de Charlie Hebdo? Vous étiez mort. Moi, qui ai su restaurer l'honneur de mon pays en déclarant la guerre aux terroristes, aux bougnous. Moi aussi, qui ai continué ce que mon cher et tendre papa avait commencé, c'est-à-dire récupérer le pétrole pour assurer la prospérité de mon pays. Connaissez-vous, mes chers compatriotes, la théorie du 4x4? Alors, la théorie du 4x4 est très facile. Prenez un 4x4, un Américain, il met de l'essence dans le 4x4, mais d'où vient l'essence? L'essence vient de l'Irak. En Irak, il y a quoi? Il y a les terroristes qui font la guerre. Mais qui vend les armes aux terroristes? L'Irak. Qui vend les armes à l'Irak? C'est moi. Et après la guerre qu'on fait pour le pétrole, on récupère le pétrole. Et après la guerre, les terroristes, ils ont plus d'armes. Et du coup, on revend des armes. Si ça, c'est pas être un génie de l'économie, si ça, c'est pas être patriote, et vendre ce qu'on peut pour son pays. Ensuite, je me suis dit, damn it, qui plus que moi pour être le plus grand patriote, alors que moi-même j'ai signé le Patriot Act. Alors on dira de moi que j'ai torturé des gens, que j'ai tué des gens, je les ai foutus dans des baignoires. Oui, j'assume. Je l'ai fait pour mon pays et le pétrole. Patriote, car c'était nécessaire. Pendant ce temps, vous, monsieur De Gaulle, monsieur le général, pardon, vous abandonniez l'Algérie, vous abandonniez vos pieds noirs. Faut dire que je parlais les chiens, mais là, quand même. Vous abandonniez ce que vous appeliez avant votre patrie. Et souvenez-vous de la phrase que vous avez dit à un certain Spears. Donc c'était avant l'élection du gouvernement Pétain, je crois. C'est bon, ils ne veulent pas de moi. Dans ces conditions, je fous le camp à Londres. Encore une fois, what the fuck? Faut-il des conditions pour être patriote? Je ne crois pas. De Gaulle, encore une fois, voulait partir à Londres. Mais qu'est-ce qui se trouve à Londres? De Gaulle voulait aussi faire partie du gouvernement Pétain. Est-ce un patriote? Après, général de Gaulle, vous allez me dire, mais je suis militaire et pas vous, je suis patriote. Comment on l'appelle, l'armée en France? La grande silencieuse. Et la seule fois où je vous ai entendu ouvrir, excusez-moi, la gueule, c'était pendant l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin, oui, qui a eu lieu avant l'armistice. Vous étiez où? Vous étiez à Londres. Cela ne fait-il pas de vous un déserteur? Je crois que légalement, vous l'étiez. Et au final, je reprends la citation que vous avez très bien citée tout à l'heure. Vous parliez du patriotisme, c'est aimer son pays. Le nationalisme, c'est détester celui des autres. Très bien. En quittant l'OTAN, vous détestiez les États-Unis d'Amérique. Cela fait de vous aussi un nationaliste. Après tout, pour revenir à moi, j'ai été réélu car j'étais un patriote en 2004. Chuck Norris a voté pour moi. Pour mon pays, je n'ai pas ratifié le protocole de Kyoto, j'ai participé à la destruction de la planète pour mon pays. Pour mon pays, je suis resté fidèle et je n'ai pas enfourché un quelconque scooter pour culbuter une quelconque actrice. Pour mon pays, je massacrais des gens. Pour mon pays, je porte un putain de chapeau de merde. So, vive les États-Unis d'Amérique et fuck la France, je suis le plus patriote. Merci. Player 1 wins! Congratulations! Choose a character. Maki the Sun! Contact Segura! Round 1! Avant de péter la nuque, du huc. Oh, pardon, je ne vous avais pas dit. Je cite ici l'éminent poète du XXIe siècle, comment s'appelle-t-il? Michael Youn. Michael Youn. À lui seul, par cette phrase, il résume deux choses. Ma doctrine, mais également ma philosophie. En effet, j'aime les plaisirs charnels d'un bon boule bien rebondi, mais également d'un petit. Il n'y a pas de jalousie entre nous. Pourquoi je vais ici me dresser, ou on va se dresser, devant vous, pour défendre le plaisir des orgies, mais également du nectar?
C'est tout simplement parce que les orgies, c'est beau. Les orgies, non, mais tard, c'est bon. Mais les deux ensemble, c'est d'un grandiose. Ah, rien que de vous en parler, j'en ai l'eau à la bouche. Je vais tout d'abord vous narrer mon humble histoire. Et pour que vous compreniez un peu mieux mon attrait pour l'amour physique et charnel. Paraît-il déjà qu'à mon plus jeune âge, je tétais le sein de ma mère avec une passion et une fougue à lui été toute renversée. Par la suite, j'allais voir mon père avec une certaine curiosité pour lui demander mais qu'est-ce que la sexualité de manière innocente. Ce à quoi il me répondit avec des yeux grands écarquillés. Mais tu verras, c'est fantastique. Et il avait raison. Je me lançais alors à l'âge de 16 ans dans le grand bain des jeux amoureux. Mais les demoiselles de mon âge avaient une aversion grande quant à l'écartement des jambes. C'est à l'âge alors de 20 ans que les choses sérieuses commencèrent. Et vous serez convaincus, à la fin de ce plaidoyer, de faire une orgie avec moi. Les orgies sont tout d'abord un lieu de rencontre privilégié, où l'on apprend à connaître des gens en profondeur. Mais au-delà de la simple notion d'orgie, je veux défendre la sexualité, l'érotisme, bref, la baise. Il faut adopter un mode de vie épicurien. Il faut être un jouisseur. Jouir sans entrave. Telle est ma devise et telle est votre devise. En effet, en école de commerce, on le voit bien. N'est-ce pas, par exemple, à la Wall to Wall? Si on voit, par exemple, des hommes arborer un haut blanc, ce n'était pas pour avoir dessiné un zizi ou alors un message tel que « Salut mon péri » de son ami en bidé, mais bel et bien pour procéder à la séduction. Nous voulions avoir marqué le numéro d'une gentille demoiselle pour l'appeler, la retrouver et à vous compléter. Certes, on pourrait se dire que c'est considérer la nature humaine comme objet de plaisir et de désir, mais honnêtement, qu'est-ce qui nous différencie de l'animal? C'est cette capacité à jouir du plaisir. Et c'est pour ça qu'il faut aborder le plaisir avec une certaine passion, une certaine fougue et laisser place à l'interdit. Le plaisir charnel réalise en effet un effet cathartique. Il nous libère des passions emprisonnées au fin fond de notre être et nous soulage d'un poids, qu'il soit cérébral ou physique. Et l'animal, comme je l'ai dit avant, n'a pas la décence de vouloir jouir, pour jouir. Ainsi, assumons pleinement notre humanité, participez à mes prises de plaisir. Et comme a dit tout à l'heure Simone Veil, devenons finalement des Dominiques. Mais pas n'importe lequel, des Dominique Strauss-Kahn. Et par ailleurs, j'aime les jupes également. Et je les adore. Chaque matin, je me pose des questions. Je vais alors citer maintenant mon ami contemporain, Chamfort. C'est un poète français, très peu connu. Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne. Voilà toute la morale. Alors faisons-nous plaisir. Carpe diem, comme dirait Evangélie. La comtesse de Ségur, face à moi, en cette nuitée, défend l'idée d'un amour idyllique, bucolique, et toutes les autres niaiseries qui finissent en lic, à part les niques. Je vais alors me hâter de lui rétorquer deux choses. Sachez que le sexe masculin est ce qu'il y a de plus léger. Une simple pensée me soulève. Pas de démonstration ce soir. Par ailleurs, l'érotisme est l'art de bien cuisiner ses amours, et ce n'est pas parce que la seule fois où vous avez fait l'amour, pendant à peu près 1h05, c'était pendant le changement de rêve, qu'il faille nous embêter avec des inepties aussi grandes finalement que ma libido. L'interdit et la jouissance sont alors maîtres mots de notre vie, de votre vie. Et vous le savez pertinemment. Au début, j'ai commencé par citer Michael Youn. Pourquoi? Parce qu'il est représentatif de notre temps. Un temps auquel j'aurais adoré vivre. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que tout le monde se souvient, par exemple, de Monica et Clinton, de DSK et Nafissatou. Mais qui se souvient de leurs réformes, de leurs pensées, si ce n'est « j'aime faire pleurer ce colosse ». Ainsi, si je me présente devant vous, c'est pour vous dire « participez à mes orgies ». Venez avec moi jouir, jouir de plaisir, jouir sans entrave.
Et si aujourd'hui je n'ai qu'un seul regret à avoir, c'est de ne pas avoir connu un jour la petite pilule. Et finalement, tout ce qui va avec. Round 2. Mon chauffeur Georges a eu du mal à trouver une place. Il faut dire que le parc de stationnement de Neoma Management School est assez minuscule. Ça n'est pas gagné. Bon, on va recommencer. Ah oui. Alors, petite histoire. Monsieur Sévrac m'appelle jeudi dernier, durant le souper, à l'armée, pour discuter d'une tendance s'étant propagée dans l'école depuis quelques années. La fornication compulsive. Bon, là, il me supplie d'animer une conférence sur... ils sont tellement incompétents qu'ils n'ont pas pu remettre le sujet. Donc, faut-il vivre d'amour et d'eau fraîche ou de nectar et d'orgie? Bon, j'avoue que j'étais un petit peu apeurée au départ, à l'idée d'affronter une foule de jeunes décadents, persins aux lèvres, tatous au bras, mini-jupes sur les filles. Mais mon quatrième fils, Jean-Gabriel, lui-même membre du club très respectable de bateau à voile de l'école, m'a encouragé à me jeter à l'eau. Merci d'avoir compris la boutade. Et donc il me dit d'un air grave, maigre, la rémission des péchés estudiantins de Neoma repose sur vos épaules. Vous êtes notre seul espoir. Très bien, convaincu, mais conscient des difficultés de persuader un auditoire peu enclin à ce genre de discours, j'ai tout mis en œuvre pour être au bout du jour. Aussi, comme vous pouvez le voir, j'ai troqué mon corsage du 19e siècle, mes cheveux longs pour une tenue plus moderne. D'ailleurs, je remercie sincèrement Madame Renard pour ses conseils vestimentaires. Bien que je trouve les pantalons tout à fait désagréables et quelque peu vulgaires, j'étais prête à tout, toute forme de sacrifice pour vous remettre dans le droit chemin. De rien. Revenons à nos moutons, l'amour. Vous avez de la chance car c'était le sujet même de mon cours de catéchisme d'hier, après-midi, dans la salle paroissiale de mon château des Noëttes, offert par papa, le comte Fédor Rostovchine en 1872. Pas une ride depuis, je sais. Enfin, je m'y garde encore. Mon serment commençait simplement. L'apôtre Paul nous assure que si l'on cherche à obtenir ce qu'il y a de meilleur, il y a une voie royale, une voie supérieure à toutes les autres. L'amour. Bon, et là, ma benjamine, Marie-Antoinette, Tinette, m'interrompt. Ne vous inquiétez pas, elle a été corrigée par la suite, vous connaissez. Et m'interpelle sur la précocité de l'amour de nos jours, aussi royal sur cette voie. Horreur perdue. Je commence dès lors de longues recherches sur l'amour de nos jours, consulte tous mes livres à ce sujet, et devant tant d'immondices, de films américains mielleux et haute philosophie dans le boudoir, je me rends à l'évidence. Si on devait décrire simplement l'amour de nos jours, l'affirmation de Platon serait la plus pertinente. L'amant aime l'aimer comme le loup aime l'agneau. La conclusion est simple. Vous êtes des animaux. Vous soumettez l'amour à la valeur de son objet alors que l'amour doit créer cette valeur. Vous vous attardez sur des plaisirs spontanés, éphémères, qui n'auront aucune incidence sur votre vie sur le long terme. Voilà, le problème fondamental, c'est le manque de maturité émotionnelle. Désolé les chouchous, hein. Mais vous voulez que la vie ressemble à un film de cinéma, plein de couleurs, de mouvements et de plaisir. J'ai mis du vert, c'est ainsi que fonctionne le cerveau de mon chat Hippolyte, les amis. Les adultes sains acceptent la régularité de la vie. Paradigme de qualité, avec mon mari, le comte Eugène de Ségur. Oh, pardon. Oui. Ah tiens, Eugène, je parlais justement de vous. Comment? Ah, vous terminez tout juste votre partie de chasse à courre? Ah, parfait, oui. Oui, juste pensez à retirer vos bottes avant de marcher sur le carrelage de la cuisine. Maria n'en veut plus nettoyer la boue sur le sol.
Oui, c'est son travail, mais soyez un peu charitable, bordel. Pardon. Bon, je suis en plein serment, je vous vois ce soir pour le bridge, oui, à la revoyure. Player 2 wins! Congratulations!